Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père, et aujourd'hui d'un petit chien un peu dolent. Alors je ne vous cache pas que le DAF en ce moment me donne du souci. J'ai pris rendez-vous demain chez le véto parce que il est dolent. Bon, après, c'est un petit chien qui va avoir 10 ans, mais je me demande s'il n'a pas un peu de rhumatisme parce qu'aujourd'hui il pleut et je le sens un petit peu... Peut-être que l'économie n'intéresse pas. Peut-être que l'économie n'intéresse pas. Peut-être qu'il en a marre de la taxe foncière. Ou tu l'as mis devant des discours de Macron et il s'en est pas remis. Enfin, non, mais ça, j'ai arrêté de le mettre devant des discours de Macron parce que même moi, je ne peux pas résister. Ça veut dire que je prends des cendriers, je les lance sur la télé. Après, on est obligé d'attendre l'électricien. Tu comprends, on perd du temps, de l'argent, c'est idiot. Donc, je n'allume plus ma télévision à cause de ça. On ne sait jamais. À n'importe quel moment, un discours de Macron peut arriver. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais il y en a tout le temps. Il dit toujours le contraire de ce qu'il a dit la veille. Ce gars, il a la couronne du discours. Donc, si tu veux qu'on fasse, on est pris au piège. Oui. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous, parce que l'idée de Charles, depuis quelques années, devant le cataclysme qui va nous tomber sur la gueule, est de vous proposer une aide gratuite, pour l'instant, pour aider à gérer votre petit pécule au travers d'un portefeuille. Alors, pour faire ça, il faut faire ce qu'on appelle rebalancer un portefeuille, c'est-à-dire de temps en temps, manuellement, un peu... Ça peut être informatisé, bien sûr, mais ça peut se faire manuellement autour. L'idée est assez simple, et je l'ai souvent développée ici, c'est que vous pouvez mettre des choses médiocre dans un portefeuille et avoir un très bon portefeuille, et vous pouvez mettre d'excellentes choses dans mon portefeuille et avoir un très mauvais portefeuille. C'est-à-dire qu'il résiste mal à quelque chose d'inattendu. Mais parce que le portefeuille est idiot, il ne sait pas si tu l'aimes ou pas. D'abord, il ne sait pas si tu l'aimes ou pas. Et ensuite, un bon portefeuille, c'est quelque chose que les gens raisonnables qui vous conseillent dans les banques vont vous proposer. Et il est à peu près certain que si ça a marché depuis 30 ou 40 ans, ça risque de plus marcher dans le futur, tu vois, Alors attends, ça, il faut prendre un petit moment pour expliquer aux gens. Il est à peu près certain que ça ne marchera plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des temps différents. Et Charles vous a expliqué, il y a 2 semaines, les cycles longs dans l'économie. Voilà. Et comme quoi, il y avait des sortes de ruptures qui arrivaient au bout d'un moment. C'est-à-dire, il peut y avoir des cycles à la Condatrief. Ils sont très favorables aux obligations pendant 15-20 ans. Et alors, la plupart de ce qu'on appelle les analyses quantitatives dans les marchés, c'est-à-dire que vous faites tourner des ordinateurs avec des chiffres, sont faites par définition avec des données. Or, quand tu regardes, on a plein de données sur les 30 dernières années et très peu de données sur les années avant. C'est-à-dire qu'ils vont te faire des analyses extrêmement pointues de ce qu'il aurait fallu faire dans les 30 dernières années, mais si les fondamentales, comme tu l'as dit, changent, si on passe d'une période non inflationniste à une période inflationniste, tu auras le portefeuille parfait qu'il aurait fallu avoir. C'est aussi, et ça on le pointait du doigt quand on avait fait l'émission sur l'intelligence artificielle, un petit peu la limite de l'IA. C'est que l'IA ne peut réfléchir que dans la mesure où tu la nourris en amont avec des informations. Or, comment peut-elle réfléchir à partir d'un modèle qui n'a jamais existé ? C'est-à-dire que qui n'a pas existé, mais qui a existé dans le passé. Par exemple, nous on a trouvé des données sur la France depuis 140 ans, mais c'est une donnée par an. Oui. Donc tu peux pas t'amuser à faire du trading, mais par contre le message que t'envoies ces 140 ans, c'est qu'il y a vraiment des ruptures historiques, et qu'il y a des moments où il faut avoir de l'or, des moments où il faut pas en avoir, il y a des moments où il faut avoir des obligations, des moments où il faut pas du tout en avoir, et aussi que ça peut, sauf dans des moments assez rares, il faut presque tout le temps avoir des actions parce que c'est un machin qui est flexible, c'est les actions. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la construction d'un portefeuille, quand on regarde historiquement, ça fait à peu près 80% des résultats du portefeuille. 20%, c'est les trucs que tu as mis dedans. Oui. Mais c'est la construction, si tu veux. C'est l'architecture du portefeuille. Les meubles que tu mets après, finalement, c'est bien, mais c'est... Oui. Eh bien, à peu près 90 ou 95% des recherches dans le monde sur la finance sont faites sur les meubles qu'on va mettre dedans, par la construction. La construction, tu fais tourner des ordinateurs ou tu demandes à un spécialiste qui te dit en général ce qui a marché depuis quelques années. Donc, je voudrais vous expliquer la notion de rebalancement parce que c'est une notion qui est terriblement contre-intuitive. D'accord. C'est pas facile. C'est pas facile de comprendre. Moi-même, j'ai pas mal de temps à la comprendre.
Donc, je vais prendre un exemple de tout simple, là. Vous êtes français et vous cherchez un portefeuille qui, dans le fond, passe à peu près au travers de toutes les catastrophes. Tu vois, tu t'en sors, quoi. De l'autre côté, au bout de 3, 4, 5 ans, tu retrouves ton fric et puis tu continues à monter. Donc, c'est pas le si tu sais la période que tu vas avoir devant toi, les 25 ans de croissance sans inflation, il faut avoir que des actions, là. C'est pas la peine de s'embêter. Mais à ce moment-là, il faut avoir une Ferrari, en quelque sorte. Mais si tu dis, je risque d'avoir un petit peu de caillasse à traverser et tout, ta Ferrari, elle va exploser. Donc, il faut la bonne vieille Jeep, voir la Lada. Voir la Range Rover qui. Parce qui que fait les Lada, bruit. on rigole. Mais elle roule toujours. Elle roule toujours parce qu'il y a 3 pièces, hyper robustes, et ça passe au travers de tout. Et puis tu leur mets du beurre dedans, elle démarre. Parce que c'est comme nos vieilles 2 chevaux de l'époque, t'avais 2 fils. J'avais ça, c'était vachement bien les 2 chevaux. Avec l'essuie-glace qui était branché sur les roues. C'est-à-dire que tu roulais, tu pouvais avoir l'essuie-glace, et tu t'arrêtais, pouf. Mais c'était économe. Tu vois, il n'y avait pas de pièces en trop. Oui, on savait pourquoi ça roulait. Tu comprenais bien comment fonctionnait le moteur. J'adorais pas de chevaux. Et donc, on va essayer de vous montrer l'exemple. Donc, alors, j'ai pris un exemple qui est assez simple. Vous dites, moi, je comprends pas rien, je vais me mettre 75% en action de l'indice français. Vous savez que je vous ai montré qu'on pouvait faire mieux en prenant pas les affaires qui ont quelque chose avec le... Mais là, je prends juste l'indice français avec les dividendes réinvestis. C'est-à-dire que je me place dans la position d'un gars qui paye pas d'impôts. C'est-à-dire un fonds de pension qui peut prendre le temps long. Il réinvestit automatiquement tous les dividendes. Et puis, on lui sort pas son argent avant 30 ou 40 ans. Donc, un fonds de pension ou une fondation ou des choses comme ça, ce qu'on appelle des investisseurs à très long terme, même. C'est une institutionnelle. Et je me dis, bon, je sais pas trop ce qui va se passer. En fait, je sais que je ne sais pas, ce qui est encore plus important. Et je vais me mettre 75% en actions, bien diversifié, l'indice français, et puis 25% en or. Et si l'or monte beaucoup pendant 1 mois ou 2 ou 3, je prends l'or qui est beaucoup monté et je vends la partie qui est au-dessus de 25%. Et avec ça, je rachète les actions, dont il est probable qu'elles ont fait moins bien que l'or, parce que sinon tout le monde serait à 25%, on resterait au même niveau. Donc c'est un système où vous passez votre temps finalement à acheter ce qui vient de baisser et à vendre ce qui vient de monter. La plupart des gens disent, mais c'est pas vrai, il faut au contraire laisser la baisse, faut laisser ces gars gagner. Oui, mais c'est pas du tout la même idée, parce que ce que vous jouez, c'est que vous jouez d'un côté la rentabilité du capital investi en France dans le domaine des actions, qui doit être de 6 ou 7% par an, en temps réel, ce qui est bien. Et quand je parle des actions françaises, je ne parle pas des actions qui produisent en France, je parle des actions qui sont cotées à Paris. Oui, bien sûr. Ce qui n'a rien à voir. Oui, c'est ce que tu expliques toujours, parce que quand les gens disent souvent « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte si justement vous avez des actions cotées en France, c'est un risque ». Non, pas du tout, parce que c'est des actions qui certes sont cotées au CAC 40, mais qui ont leur activité complètement à l'extérieur et sur la base de quelque chose de la consommation courante. C'est-à-dire, on comprend ce qu'ils font. Vous regardez L'Oréal, on sait bien ce qu'ils font. Pernod Ricard, on comprend bien ce qu'ils font. Et ils ont non seulement, mais ils ont des usines en dehors de France. Bien sûr, très important. Ils ont des usines partout. Donc, les imbécilités que décrète le gouvernement sur les 35 heures, etc., ça ne les gêne pas. Parce qu'ils ont des usines où les gars bossent. Et donc, vous faites donc ce truc-là. Alors, reprenons le premier graphique, donc qui apparaîtra sur votre écran au moment où je le lis, et qui est simplement la ligne rouge, c'est la rentabilité totale du marché des actions, donc en euros. Vous réinvestissez les dividendes. Donc, si vous avez mis 100 euros en 1970, qui n'existait pas, mais l'équivalent franc français, vous avez aujourd'hui 14 881 euros. Ce qui est bien. Vous êtes passé de 100 à 15 000, quoi. Si vous vous êtes mis en or, qui ne paye pas de dividendes, comme chacun sait, vous êtes passé de 100 euros à, je lis, 5 800. Donc, c'est bien aussi. Et donc,
Maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que va faire? Vous vous dites, Charles Gave, il est idiot. Les actions ont fait beaucoup mieux que l'or. Donc, pourquoi je devrais mettre de l'or dans le portefeuille? Bah oui. Puisque ça fait moins bien. Oui. C'est la logique. Ben, regardons le calcul mathématique. Si on faisait ça, et que je mettais 25% en or et 75% en actions. Et là, c'est la ligne bleue, dont vous voyez qu'elle a deux caractéristiques très intéressantes. Et je rebalance, si mes souvenirs sont exacts, tous les mois ou tous les trimestres. Donc, c'est-à-dire que je le fais pas tous les jours. Là. C'est vraiment un truc que tu peux faire 2 fois par an. Tu vois, ça change pas. Quand tu prends 50 ans, la fréquence t'as pas besoin de le faire très souvent. C'est-à-dire que tu peux limiter les coûts de transaction. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu le fais tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois. Ça marche très bien pareil. Donc, votre portefeuille action, il est toujours à 14 880. Votre or, il n'a pas changé, puisqu'ils sont à 5 800. Et votre portefeuille, il est à 16 758. C'est-à-dire qu'en mettant un truc qui a fait moins bien, tu fais mieux. Mais comment c'est possible? C'est là qu'est l'astuce. C'est que reprends la période, par exemple, de 1970 à 1985. L'or cartonne comme un fou. Oui. Donc, tu en avais 25% dans ton portefeuille. Donc, tu passes ton temps à le vendre pour acheter des actions qui ne font pas bien du tout. Oui, mais alors ça veut dire que tu as une discipline morale, ça veut dire que tu vends quand c'est au plus haut? Tu vends sans arrêt. Au fur et à mesure que ça monte, tu vends et tu achètes les trucs qui baissent. Oh, quel crève-cœur. Mais j'expliquerai pourquoi c'est logique. Oui, bien sûr que c'est logique, il faut vendre. Et par contre, dans la période où l'or merdoit, là, qui date de 1990 à 2000, ben, les actions montent comme des fusées. Hein. Elles passent, c'est des graphiques logarithmiques, donc elles quadruplent, quoi. Pendant que l'or fait rien du tout. Et ben, pendant ce temps-là, tu vends tes actions et t'achètes ton or. Donc tu vois, mais pour garder toujours. Et puis ensuite, l'or repète à la hausse beaucoup plus que les actions de 2000 à 2012. Et donc à ce moment-là, tu rebalances. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais l'hypothèse que je montrerai à la fin qui est exacte, que l'or et les actions ont une différence de performance sur le long terme uniquement parce que les actions payent des dividendes et que l'or ne paye pas. C'est-à-dire que le marché des actions ex-dividendes a la même performance que l'or sur le long terme. Tu vois, elles sont là, les actions ex-dividendes, à 5800 là. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand les actions sont très surcotées par rapport à l'or, et comme ils retournent tous les deux vers la même moyenne, le cours de l'or, mettons, ce qui te donne ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand les actions sont très chères, ça veut dire probablement qu'elles donnent des rendements très bas. Tu vois, puisque si le dividende, le diviseur est beaucoup plus élevé. Enfin, oui et non, parce que en ce moment, on a du dividende haut et du cours d'action haut. Oui, mais attends, bouge pas. Le dividende haut, c'est sur BNP, c'est sur toutes les actions étatiques. Pas sur LVMH. LVMH, il doit être à 2. Ils ont du bon dividende. Je crois qu'ils sont à 2 ou un truc comme ça, ce qui est pas énorme. Hein. Ouais. Et Air Liquide, ils ont bien distribué cette année. Qui ça? Air Liquide. Air Liquide, oui, ils sont bien distribués aussi, mais Air Liquide distribue toujours bien, mais ils donnent plutôt du 2,5%, du 2%. D'accord. Ça, c'est pas... Ce qui est très bien, mais 2% qui est quasiment indexé sur le chiffre d'affaires, c'est beaucoup mieux. Enfin bref. Donc à ce moment-là, tu te dis, il y a des moments où, comme les actions vont se péter la gueule parce qu'elles sont trop hautes par rapport à l'or, l'espèce d'avantage que j'ai de payer les dividendes va être compensé par une chute de la bourse. D'accord. C'est-à-dire que oui, je toucherai mes dividendes, mais je vais perdre 25 ou 30% sur la valeur de mes actions. Donc à ce moment-là, tu te mets en or, tu attends que les actions se pètent la gueule par rapport à l'or, et à ce moment-là, quand les actions rapportent de 4%, pof, tu te dis, je vais maintenant vendre mon or qui est monté par rapport aux actions, et je vais racheter des actions, parce que maintenant, j'achète des actions quand le dividende est bas. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, je vous amène maintenant au graphique numéro qui est le suivant, qui sera le numéro... Voilà. Regardez, c'est le graphique qui s'appelle « Ratio entre le marché des actions et le cours de l'or ». Base 100 en 1970. Une très bonne année, 70. Excellente année. C'est l'année où cet enfant est né. Et donc, vous voyez là, c'est le ratio. Vous voyez bien que sur, donc, ça fait 70, ça doit faire 54 ans, donc un demi-siècle. Hein. Vous voyez que le ratio entre l'action et le cours de l'or ex-dividende est plat.
Donc, si tu vends les actions quand elles sont très chères, comme en 2000, pour acheter de l'or, oui. Tu fais le pari que les actions de la ligne bleue vont aller vers la ligne rouge, c'est ce qu'on appelle un retour à la moyenne, et donc que tu vas gagner, puisque tu as moins d'actions et plus d'or. Alors, le truc, c'est que toi, quand tu calcules ça, tu calcules comme si la vente se faisait quelque part au meilleur moment. Et non, ainsi tu de le suite, fais sans arrêt. Dès qu'il y en a un qui est au-dessus de, mettons, il y en a un qui, si l'or passe à 30%, tu commences à vendre ton or. Mais est-ce que tu te bouffes pas les foins quand tu as vendu ici et tu n'as pas attendu ce pic-là? Mais non, tu t'en fous parce que tu le fais automatiquement. D'ailleurs, tu me donnes tes ordres automatiquement ou tu pourrais même faire un programme qui le fait pour toi. D'accord. Comme ça, tu n'as pas à te faire de soucis. Bien sûr que tu te fais des soucis, mais je peux signaler que je n'ai jamais vu un marché haussier plus optimiste qu'en l'an 2000. Oui. Tu vois, c'était... Donc, et t'étais là, c'était tout à fait extraordinaire. Tout le monde disait, oh là là, l'Internet, ça va tout changer. Tout le monde disait oui. C'était le moment où... Mais tu vois, mais et après, les gens qui ont fait ça, donc il y a eu cette bulle spéculative-là, et ensuite ils se sont fait madoffer. Et ensuite, ils se sont fait masser parce que c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, c'est que la ligne bleue revient toujours à la ligne pointillée rouge au milieu. Donc, quand tu vends à partir, par exemple, à partir de 1998, quand le marché s'est envolé comme ça, mettons que tu étais à 25,75. Ce que tu as fait de 1998 à 2000, c'est que tu as vendu sans arrêt des actions et tu as acheté sans arrêt de l'or. Alors, tu as l'air idiot pendant un petit moment, tu fais moins bien que le marché, mais quand le marché se retourne et que tu retournes, c'est en 2012, quand tu es à quelque chose, tu es à 30, tu vois, tu as gagné du pognon, mais à partir de l'autre ligne rouge, là, tac, 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 tu recommences à vendre à nouveau. Donc, c'est un système qui part du principe que deux valorisations, deux actifs, retournent toujours à la même moyenne, et s'il y en a un qui s'en écarte trop, il faut le vendre, et puis racheter celui qui, lui, s'est écarté trop à la baisse. Et sinon, c'est une espèce de jeu, tu essayes de maintenir l'équilibre de ton portefeuille, comme ça, tu te retrouves toujours, à la fin, à attraper les retours à la moyenne, et c'est ça qui fait la différence. Et, ce qui est marrant, si tu retournes au graphique précédent, c'est qu'en plus, la volatilité de ton portefeuille est très faible. Oui. Parce que tu achètes. Tu vois, tu compenses une... Et c'est une façon de gérer que peu de gens utilisent, parce qu'il faut être à peu près certain que les deux ont la même performance sur le long terme. Tu vois que la ligne est horizontale. Mm-hmm. Parce que sinon, ça devient... Tu peux pas... Par exemple, ça a marché entre les actions et les obligations, mettons, de 1985 à 2020 à peu près. Tu pouvais faire la même chose. Mais aujourd'hui, les obligations n'ont plus du tout la même rentabilité que l'or. Elles baissent structurellement, les obligations. Oui, on en a parlé souvent. Donc, si d'un seul coup, tu te mets à vendre des bonnes actions pour acheter des mauvaises obligations, tu vas te faire racler. Parce que là, tu achètes un actif de qualité, t'en vends un autre et tu les rebalances sans arrêt les uns contre les autres pour avoir une espèce de moyenne pondérée de leurs dérives par rapport l'un à l'autre. Mais dis-moi, je repense à ça. On a déjà fait un sujet sur le marché obligataire. Est-ce qu'on risque de se retrouver, à force d'avoir un marché obligataire aussi décrépit, sans marché obligataire à terme ? C'est très difficile parce que d'abord, il faut qu'il y ait un marché obligataire. Oui, mais regarde au Japon, tu me dis... oui, mais au Japon, ils ont fait ça. C'est les Japonais. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les Japonais ont dit, les taux d'intérêt sur le 10 ans, c'est-à-dire l'obligation classique, l'obligation à 10 ans, ne peut pas être au-dessus de 0. Tu dis, merci beaucoup. Good way pour rémunérer l'épargnant. Encore comme les prix baissaient, tu te disais Oui, à la rigueur. Okay. Mais pour empêcher les taux de monter au-dessus de 0, c'est la Banque centrale qui va les acheter. Donc... oui, mais donc, en réalité... Plus de marché. Tu vois, la Banque centrale, si tu arrivais avec un paquet d'obligations, tu allais à la Banque centrale, tu disais... Bonjour. Monsieur Fukuyama, là, est-ce que vous pourriez me racheter mes obligations ? Oui, bien sûr. Voilà, je vous donne du cash, 0, mais il n'y avait plus besoin de marché. Ouais. Il y avait plus qu'un acheteur. Mais ça, c'est pas possible parce que les Japonais, ils vendaient à leur propre population. Ouais. Tandis que nous... nous, on est obligé d'aller se financer sur des marchés tiers. Par contre, ce que pourrait faire le gouvernement, c'est de dire, à partir de maintenant, les Français, qui sont des bons citoyens, vont devoir acheter les obligations de l'État français, je sais pas, à 2%. On nous en a déjà collé plein nos assurances-vie, nos codes de vie. Là, les assurances-vie, tu y allais volontairement. Oui, enfin, volontairement, c'est surtout que les gens ne savaient pas. Voilà, mais c'était le cochon qui allait avec enthousiasme à l'abattoir, tu sais, c'était en chantant de bonheur. Mais...
Tandis que là, on peut dire... c'était un peu ce qu'a dit M. Le Maire quand il est rentré. Il avait découvert qu'avec 35 000 milliards d'euros dans les fonds, l'idée c'était de dire aux gens, bon, mais si vous avez trop d'euros en cash ou n'importe quoi, on les prend, et on vous les prend à 2%, on ne vous demande pas votre avis. Alors oui, ça c'est une possibilité, mais le jour où ils font ça, l'euro s'écroule. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire une chose. Quand vous détenez des actions dans vos portefeuilles, vérifiez comment vous les détenez. On vous a dit ici qu'il fallait que vous les ayez en nominatif. Vous avez une case que vous pouvez, en général, dans vos PEL et ainsi de suite, cocher. Parce que soit, quelquefois, ils peuvent être en nominatif propre, ils peuvent être détenus par la banque qui sait qui vous êtes, ou alors ils peuvent être détenus par la banque. Et dans ces cas-là, il y a un écran entre les deux. Donc, vérifiez qu'ils sont bien. C'est une petite case et en général, personne ne fait attention. Donc, vérifiez que vous êtes bien en nominatif. Oui, et si vous avez acheté un fonds commun de placement ou une SICAV, elle sera détenue au nom de la SICAV. Oui. Et vous aurez les actions de la SICAV. De la SICAV aussi. Donc c'est une espèce de gestion par délégation. Mais en effet, le plus vous identifiez votre propriété, le moins on pourra vous spolier. On pourra vous spolier. C'est... Parce que n'oubliez jamais que si vous avez un dépôt à la banque, vous avez prêté de l'argent à la banque. Donc, autant que faire se peut, dans ces temps difficiles, essayez d'identifier dans vos placements le nominatif et regardez si vous avez une gestion déléguée, s'il y a un écran entre vous et votre propriété, parce que ça pourrait, dans des temps difficiles, être un obstacle. Oui, parce que le gouvernement, dans les temps difficiles, l'État, il n'a aucun problème à réquisitionner des choses qui apparemment ne sont pas très utiles à celui qui les détient. Et c'est très embêtant. Ils l'ont fait en temps de guerre. Je me souviens, j'avais quelqu'un dans ma famille qui, avant la guerre de 40, avait des très belles positions, Royal Dutch Shell, etc., des belles affaires. Et puis, ça a été piqué en 40. On lui a donné un très beau bout de papier colorié, et puis qui était une obligation d'État à la place. Et elle perdait 75% sur son obligation d'État à la fin de la guerre, et elle n'a jamais revu ce Royal Dutch Shell. Mais rien aussi que, on l'a tous vu, dans les expropriations physiques de terrain. Quand on va en Savoie, il y a plein de gens qui te racontent encore, quand ils ont fait le grand barrage hydraulique, qu'ils ont été manu militari expropriés, et on leur a donné un morceau de papier en leur disant merci d'aller vous habiter là-bas. Et encore, de l'autre côté, là, il y avait une espèce de grande cause nationale qui était l'indépendance énergétique. On faisait des barrages, qui a été la grande affaire des années 50. Et ils ont coulé des villages. Ils ont coulé des villages, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une sécheresse, je crois que c'était dans la région de Barcelone, où il y avait un truc comme ça qui avait été fait, et du coup, pouf, on a vu ressortir l'ancien village de l'eau, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le lac, quoi. Incroyable. Si tu sais comment ça s'appelle, celui qui est à Val d'Isère, là, l'espèce de oui, c'est lac. À celui-là que je pense. C'est à celui-là. Il y avait une chanson qui a été faite là-dessus, d'ailleurs. Je vois très bien le tableau, et je vois... Et là, il y a le village qui est en dessous, donc on l'a rebâti au-dessus. Pas Bellegarde ? Oui, je me souviens plus. Mais enfin, oui, c'est... Bref, donc... ces périodes dont on a parlé de changement comme ça, il y a quelque chose qui est fréquent, c'est qu'on a émis trop de valeurs à revenu fixe, l'État ne peut pas les rembourser, donc il va essayer toutes les saloperies juridiques pour, 1, ne pas les rembourser, 2, vous saisir vos autres actifs pour les rembourser, et donc il faut faire très attention à la façon juridique dont vous tenez vos... C'est-à-dire que pour ceux qui ont un peu plus d'argent que la moyenne, qui intéresseront donc automatiquement beaucoup le fisc, avoir ces titres en dépôt dans une banque étrangère en dehors de France et détenu par une société de la même nationalité que la banque, tu vois, c'est-à-dire tu crées une société, je sais pas, en Angleterre, tu domicilies toutes tes actions dans cette société, et puis tu vas... Ou même en Italie, l'Italie est assez sympa fiscalement dernièrement, et puis il y en a qui préfèrent aller en Italie qu'en Angleterre, mais enfin... Italie, Angleterre ou Suisse, c'est pas qu'on veuille vous débancariser,
Surtout pas. C'est ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à la façon dont vous détenez vos actifs dans les banques. C'est juste une façon de conserver sa propriété. Encore une fois, en tant que libéraux, la propriété est quelque chose d'absolument fondamental pour nous. Sans propriété, il n'y a pas de liberté. Hein. Sans propriété, il n'y a pas de liberté. Donc, c'est juste une façon pour vous de conserver votre propriété que la plupart du temps, vous avez mis du temps à acquérir et qui est un droit naturel. Et vous avez tout à fait raison de vouloir conserver pour vous et les vôtres ce droit de propriété durement acquis. Et alors, ce qui se passe, si vous voulez, et là je vous amène au dernier graphique, qui est celui qui s'appelle Or antifragile, action fragile. Et ça, on doit, ce qui est une découverte intellectuelle tout à fait remarquable, on doit ça à un garçon qui s'appelle Nassim Taleb, qui est un Libanais, franco-libanais, qui... Maintenant, je crois qu'il vit à New York. Il enseigne, je crois, à la New York University. Il a un caractère de cochon. Oui. C'est très bien, un caractère de cochon. Je ne sais pas ce que tu dis. Non, mais aucun humour. Si. Je vais parler en off. Il est très drôle. Mais il s'emballe facilement. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on l'embête. C'est comme les gens du Sud, tu sais. Il s'attrape des coups. Et alors, il a développé une notion qui est extraordinairement intéressante, dont je vous ai souvent parlé ici, mais que je vais répéter parce que vous avez dans la nature, mettons, des actifs ou des gens, bref, des biens, n'importe quoi, qui sont fragiles. Et les trucs fragiles, c'est quand votre environnement change un petit peu, vous vous écroulez. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'archétype, c'est le grand dinosaure dominant, le Tyrannosaurus Rex, là. Il faisait je ne sais pas combien de tonnes, il bouffait tout le monde. Et puis, il y a eu un petit coup de chaud parce qu'il y a eu une comète qui est tombée sur la Terre. Ouais. Et toutes ces grosses machines sont toutes mortes parce qu'elles étaient tellement bien adaptées à leur environnement qu'un tout petit changement de leur environnement, elles crèvent. Donc, quand l'environnement change... Il vaut mieux être un cafard. Il vaut beaucoup mieux être... Un crocodile. Pas les crocodiles, mais plutôt un petit mulot. Oui. À chaque fois que je vois, n'empêche, les crocodiles, la ferme aux crocodiles ou des choses comme ça, je me dis comment ces bêtes, très étranges, ont réussi à survivre pendant tous ces siècles. Et en fait, un crocodile, une fois que ça a mangé, ça peut rester 2 ans enfoui dans la glaise, sans bouger, sans même respirer. Ça se met quasiment mort, et ça se met en état de sécurité comme pour un réfrigérateur, et il reste comme ça 2 ans. Après avoir bouffé une biquette, il peut rester 2 ans dans la glaise. Voilà, c'est ça. Et ça, les crocodiles ont survécu, mais les diplodocus n'ont pas survécu. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont survécu, c'était des petits mulots de l'époque, nos ancêtres, paraît-il, qui, eux, pouvaient s'adapter, et ils avaient qu'une idée, c'est de se tailler quand il y en avait un gros qui arrivait, ils se mettaient dans un trou tout petit, etc. Et donc, ça a été l'émergence, à ce moment-là, des mammifères. Et donc, en termes financiers, quand le prix de quelque chose, le prix, par exemple, d'air liquide, se met à s'agiter beaucoup, presque toujours, ça mène à une baisse. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que c'est plus la mer tranquille, il commence à y avoir des vagues, quoi. Et alors, donc, quand le prix s'agite énormément, ça baisse. Et puis, vous avez quelques actifs. Il y a l'or, il y a le sucre, en particulier, qui, lorsque leur prix s'agite, montent. Ils sont antifragiles. C'est-à-dire qu'ils aiment l'agitation. Et donc, dans un portefeuille, si vous avez beaucoup d'actions qui sont fragiles par construction, en général, quand leur prix bouge, c'est pas bête d'avoir un actif qui, lui, lorsqu'il s'agite, monte, parce qu'ils probablement ils vont s'agiter en même temps. Mm-hmm. Il va compenser. Et c'est ce que vous voyez sur le graphique là. La ligne rouge, c'est donc les baisses ou les hausses du marché des actions, le même que celui tout à l'heure, le marché français et dividendes réinvestis. Et la ligne jaune, c'est l'or. Donc vous voyez que par exemple en 2013, grosse reprise du marché des actions. Vous voyez, c'est là, on monte de 30 ou 40% sur une année. Et patatrac, l'or, lui, se pète la gueule de 25%. Mais quand vous allez dans l'autre sens, vous voyez que par exemple, quand vous avez une grande baisse,
comme vous avez eu, mettons, en 2009-2010, ou encore 2012 au moment de la crise européenne, vous voyez que l'or, lui, il est à plus 20, plus 25. Donc, en mettant ce portefeuille, ces deux trucs qui vont l'un contre l'autre, et dont je rappelle qu'ils ont la même rentabilité totale sur le long terme, hein. Oui. Vous vous souvenez, ils reviennent toujours à la moyenne. Ben, à ce moment-là, ça réduit la volatilité de votre portefeuille, ce qui fait que vous dormez la nuit. Parce que si vous avez mis que des trucs qui montent ou baissent ensemble, ce que j'appelle un portefeuille avec simplement des bonnes valeurs, vous mettez Air Liquide, vous mettez Schneider, etc., ils vont tous monter ensemble et baisser ensemble, et quand ils auront, on aura un crack ou j'en sais rien, quand ils seront tous en bas, moins 30, moins 40, vous serez vert de peur et vous vendrez. Oui. En disant, oh là là, c'est la fin du monde. Et vous vendrez au pire moment. Au pire moment avec tout le monde. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec du cash, donc vous ne saurez pas quoi foutre. Pas quoi foutre. Et vous rachèterez un bouncing cat. Et vous et aussi bien, vous direz, maintenant, je suis sûr que ça va aller beaucoup plus bas. Et puis, le jour où vous vendez, ça va recommencer à monter. Et ça remontera de 10%, vous direz non, j'y retourne pas, puis 20% non, j'y retourne pas, puis que ça montera de 40 ou 50, vous y retournerez parce que vous en pourrez plus. Tandis qu'avec le système... En plus, c'est hyper stressant de détenir une position en cash, parce qu'on se dit, mais je fais rien avec, où est-ce que je dois la mettre? En plus, en cash en euros aujourd'hui, on va vous la piquer à la banque. en plus. Ouais. Tu vois, tandis que si vous êtes 25% en or, etc., à ce moment-là, dès que ça commencera à baisser, hop, il va recommencer à acheter ce qu'il faut et à vendre ce qu'il faut, quoi. Celui qui est cher, il le vendra. Celui qui est pas cher, il le vendra pas. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est cette façon de gérer, et la seule façon que j'ai trouvée de gérer sans faire appel à vos émotions. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? L'argent métal, alors, je vais vous faire une déclaration qui paraît curieuse. C'est que pour qu'une monnaie ait de la valeur, il faut qu'elle serve à rien. Oui. Dans la vie réelle, mais à rien. C'est-à-dire ton bout de papier, c'est un bout de papier, quoi. Et donc l'or, c'est vraiment le truc qu'on a trouvé qui correspond parfaitement au truc qui sert à rien. Et donc, c'est une très bonne monnaie. Il y en a une autre qui est en train d'apparaître, dont je parle souvent ici, mais parce que je la regarde avec stupéfaction, c'est le Bitcoin. Parce que voilà un truc qui sert à rien aussi. Alors, il sert à rien. Effectivement, le problème qu'on a avec le Bitcoin, qui est le même que l'or, c'est la contrainte déterminée de volume. Du volume. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la même contrainte et les pics déflationnistes qu'on a pu avoir avant-guerre. C'est ça, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la valeur du Bitcoin montera sans arrêt contre la valeur des biens et services. Mais ça peut pas être monnaie, ça peut être une petite monnaie d'épargne. Enfin, à moins qu'elle monte énormément, mais il y a des gens qui disent qu'elle valait 1 million ou 2 millions, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sert à rien. L'embêtant avec l'argent, c'est que 75% à peu près de sa demande, c'est des bijoux en Inde ou j'en sais rien, et 25% c'est dans l'industrie. Donc, l'argent sert à quelque chose dans l'industrie. Oui, mais alors, les gens vont te dire, oui, mais il y a des alliages en or, et les gens vont te dire, mais on fait des bijoux en or aussi. Comme l'argent. On fait des bijoux, oui, mais les bijoux, ça sert à rien. Oui, mais tu viens de dire l'argent, on s'en sert pour les bijoux. Je te dis, l'argent, l'or, on s'en sert dans l'industrie. Oui, mais l'or, on s'en sert un peu dans l'industrie, non? Très peu, 2-3%, très peu, peut-être un petit peu dans le... Et alors, le pire, c'est aussi le cuivre. Parce que le cuivre, c'est 75% dans l'industrie, alors que pendant les années premières de la Grèce, donc 7 ou 8 siècles avant le Christ, la principale monnaie, c'était le cuivre. Parce que c'était extraordinairement rare et extraordinairement cher. Et puis, on a trouvé à ce moment-là des façons de faire des alliages entre le fer et le cuivre et qui permettaient des choses. Donc, si tu veux, l'or et l'argent ont perdu une partie de leur statut monétaire parce que ça sert à quelque chose. Donc, aujourd'hui, il y a deux choses qui servent à rien et qui coûtent beaucoup d'énergie à produire. C'est l'or et c'est le Bitcoin. Mais le Bitcoin, ça dépend de l'acceptation par les gens. Oui, c'est ça. Tu vas voir un type, je sais pas, au fin fond de la campagne italienne et tu lui dis, donc j'ai des bitcoins, est-ce que vous pourriez me nourrir? Le type, il va te... Mais pourquoi? C'est quoi votre truc? Par contre, tu lui arrives avec un Napoléon, oui, non, mais c'est comprendre. Hein. C'est toujours pareil, c'est l'acceptation par autrui de la valeur que tu veux. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que le bitcoin est extraordinairement volatile, c'est qu'il est en phase d'augmentation de l'acceptation. Oui. Et on le voit dans les pays. Plus il sera accepté, moins il deviendra volatile. Et plus, alors,
Et plus, effectivement, on aura quelque chose qui ressemble véritablement à une monnaie sur le long terme, mais avec la valeur de thésaurisation. Ce sera la première monnaie dans l'histoire qui n'aura pas de support étatique. Oui. À part l'or. À part l'or, qui est quelque part aussi... Sans support étatique. Tout le monde est personne. Tout le monde est personne. C'est-à-dire que l'or, ce que je dis toujours aux gens, c'est le seul actif qui existe qui ne soit pas au passif de quelqu'un. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gouvernements en Amérique du Sud et ainsi de suite, en Afrique aussi, qui commencent à utiliser le Bitcoin aussi. Donc, bien que ce ne soit pas un support étatique, ils commencent à rentrer dans certains fonctionnements étatiques. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Comme c'est comme l'or. Mais la plupart de ces pays, quand il s'agissait de grosses transactions, acheter de l'immobilier, etc., utilisaient le dollar. Oui. Donc, ils sont en train de... Ce qui est en train de se passer... Dédollariser via le Bitcoin. Via le Bitcoin, ils sont en train de sortir du dollar parce qu'ils trouvent que c'est peut-être un peu mieux, quoi. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que la gestion, il faut avoir quelques principes simples. Par exemple, si vous trouvez des objets qui sont de deux actifs qui retournent toujours à la moyenne l'un par rapport à l'autre, vous pouvez les considérer que c'est peut-être une bonne façon de regarder les choses. Je vous en ai parlé de plusieurs, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le franc suisse et la livre sterling, qui sont deux actifs qu'on peut acheter tranquillement, robustes. Le franc suisse est de très bonne qualité, la Banque centrale est bien gérée, les Anglais, ils passent leur temps à faire n'importe quoi. Donc, historiquement, le cours cash de la livre sterling ne cesse de baisser par rapport au franc suisse. Mais comme les marchés sont pas fous, on se retrouve donc avec un mécanisme de compensation. C'est-à-dire que du coup, la livre sterling doit payer des taux d'intérêt qui compensent pour sa baisse à venir. Oui. Et si les marchés étant extraordinairement bien faits, tu regardes, ça veut dire que la rentabilité du franc suisse, compte tenu des taux d'intérêt qu'il paye, est la même que la rentabilité de la livre sterling, compte tenu des taux d'intérêt qu'il paye. Donc, le taux de change ajusté pour la différence des taux d'intérêt, c'est une grosse ligne plate, comme entre l'or et les actions françaises. Et donc, ce que tu peux aussi de faire, c'est quand il y a une des deux qui est très chère par rapport à l'autre, pour des raisons de panique ou je sais pas quoi, tu la vends et t'achètes l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a toute une série de choses qui existent dans les marchés qui sont des stratégies de retour à la moyenne. Et moi, je les aime bien parce que ça n'a pas besoin de faire de prédiction. Mm-hmm. Tu regardes et tu dis, aujourd'hui, le franc suisse, il est cher par rapport à la livre sterling, donc je vends mes francs suisses et j'achète de la livre sterling. Et puis ça retournera à la moyenne, une fois que la panique s'en ira. Donc, une partie de portefeuille que je cherche à bâtir, c'est bâti sur ces retours à la moyenne. D'accord. Et puis, les actions, elles ont tendance à faire mieux que tous les autres actifs sur le long terme. Donc, si tu bâtis un portefeuille, mettons 50% retour à la moyenne et un portefeuille 50% actions de bonne qualité, tu vas te trouver avec un portefeuille qui se démerdera à peu près dans quoi qu'il se passe dans le monde, quoi. C'est un truc très, très important, ça. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de faire dans la gestion, c'est de dire quel est le but à atteindre. Le but, comme je l'ai dit, vous avez deux sortes de portefeuilles. Le Get Rich Portfolio, c'est-à-dire je cherche à m'enrichir en bourse, ou je cherche à stay rich portfolio. Je veux bâtir quelque chose qui me permettra de maintenir mon niveau de vie, quoi qu'il arrive. Le get rich portfolio, je sais pas faire. Et intellectuellement, ça m'intéresse pas parce qu'il faut prendre des risques, se décarcasser, essayer bref, c'est très fatigant. Je veux dire, c'est quasiment impossible. C'est un autre métier que le tien. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Non, mais chacun fait son truc. Chacun fait son truc. Comme disait mon vieil ami Beat Knotts, qui était un excellent gérant, et mon maître à penser dans le temps, il disait, tu sais, Charles, il y a beaucoup de façons de peler un chat. Hein. C'est horrible. Parce qu'il disait ça. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de peler le chat, quoi. Voilà. Oh, voilà. Pauvre bête, mes amours. Pauvre bête. Donc, il dit, il y a plein de façons de peler un chat. Bon, voilà. Alors, moi, j'en ai trouvé une qui marche à peu près. Et mon but, c'est d'essayer de faire... nos économies, depuis un siècle, croissent entre 3 et 4% par an en termes réels.
Tiens, il y a l'autre qui ronfle un coup. Il est d'accord. Il est d'accord. Elle croise de 3 ou 4% par elle. Si je peux faire 4% en termes réels, je vais doubler à peu près en 72 divisé par 4, 9 fois 8, en 18 ans. Aujourd'hui, les économies croissent de 2% réel, donc elles doublent tous les 36 ans. Donc, si je réussis à doubler mon capital tous les 18 ans, mon placement relatif va monter énormément, parce que la plupart des gens, ils vont monter comme le PIB, de 2%. Donc, je vais être 2 fois plus riche en termes relatifs que si j'avais juste... qu'avec mon salaire, quoi, qui va monter de 2% par an. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de trouver entre 3 et 5% par an en termes réels, et toutes les études qu'on fait avec Didier montrent qu'on y arrive, enfin que c'est faisable, et que c'est faisable sans jamais faire une prédiction. Simplement avec des diagnostics comme celui que je viens de faire en face de chez vous, suivant des règles simples. Alors, c'est pas phénoménal, ça casse pas 4 pieds à canard, c'est très bien, mais ça n'est pas... ça sent un peu la transpiration, ça n'est pas brillant. Je vais pas découvrir la nouvelle Amazon. Écoute, pour avoir été élève quand j'étais en droit des affaires en comptabilité, parfois c'est très honorable d'être juste un élève qui arrive à la transpiration. Hein. C'était mon niveau en comptabilité et fiscalité. J'étais déjà contente d'en être là. Tu vois, on peut pas toujours être brillant. Parfois, on le fait. Moi, après 50 ans d'efforts, je me suis rendu compte de mes limites, que si j'allais pas découvrir la nouvelle Microsoft ou le nouvel Amazon, c'est l'histoire que je raconte toujours à un de mes amis chers d'ailleurs, qui était un banquier d'affaires américain et qui avait vu avant tout le monde le dossier de Starbucks. Oui. Et il avait dit, c'était lui qui était chargé de le vendre, le mettre sur le marché. Et il avait dit, mais c'est une idée complètement idiote, un café à 10 euros le café. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais, donc il les a jamais achetés. Et depuis, il se tape peut-être contre les murs. J'ai fait un peu le même coup à mon frère. C'était il y a 20 ans, en Asie, et on lui proposait d'investir dans ce truc australien, je crois au Nouveau-Zélandais, je sais plus, qui s'appelait des Crocs. Et je vois les prototypes. Les Crocs, c'est une espèce de chaussures abominables. Je lui dis, mais ça marchera jamais. C'est absolument immonde, ce truc-là. Et il y en avait partout. Il y a eu en plus, les enfants voulaient, on pouvait leur mettre des sortes de pins dessus. Oui. Attends, ça. Alors maintenant, c'est retombé. C'est des chaussures de chrétiens de gauche, quoi. Non, toi, tu confonds avec les Birkenstock. Les Birkenstock sont aussi atroces. Les Crocs, c'était des espèces de trucs en plastique. En plastique dégueulasse. Des ronds, comme ça, mais tu peux aller dans la flotte avec. Bon. Mais honnêtement, objectivement, tu dis, ça marchera jamais, ce truc-là. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est incroyable. Ça avait marché, j'ai jamais compris ce coup-là. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il y a aussi dans la bourse. C'est ce que disait Monsieur Keynes, qui était un remarquable économiste. Il disait, la bourse peut rester irrationnelle plus longtemps que je ne peux rester solvable. Ce qui est une façon de dire que... Il faut pas jouer l'irrationalité. Non, mais quand les trucs deviennent irrationnels, c'est là où avoir de la discipline. Vous vous dites, bon, j'ai manqué ce coup-là. Par exemple, moi, dans le bulle de 2000... j'ai commencé à dire vers 98, 99, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi ces trucs qui vendent rien et qui ne produisent rien et qui font aucun bénéfice, aucun chiffre d'affaires se vendent à des prix? Donc, début 99, j'ai tout vendu. Oui, il y a un moment où tu dis, si je comprends pas, je joue pas. Je joue pas, oui, mais entre le moment où j'ai vendu et l'année suivante... Et il s'est passé un an. Il s'est passé un an. Un an où le marché a doublé. Et donc tout le monde te regarde. Tout le monde me disait que tu sentais des pieds. Non, mais que vraiment. Ouais, vraiment, il était temps que je prenne ma retraite. Quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce à quoi je songeais. Et un an après, ça avait baissé de 50%, et 2 ans après, ça avait baissé de 80%. Donc. Qui rigole maintenant? Mais moi, je rigole pas. Je dis. Mais j'étais dans une réunion à Boston quelques temps après, et ils délivraient des prix de ceux qui avaient mieux vu arriver la crise, tu sais. Toute une série d'analyses financières, c'était très rigolo. Et il y en a un qui... C'est pas là où il y avait Roubini? Non, il n'y avait pas Roubini. Mais il y avait un type qui était là à Boston, c'est très sympa. Et on lui donne le prix de celui qui avait fait le meilleur short, la meilleure vente à découvert, où il avait perdu 100%. La valeur s'est écroulée de 100%. Et alors, il vient chercher le prix, il dit « Merci beaucoup, vous êtes gentil, mais entre le moment où j'ai shorté et le moment où elle est allée en faillite, elle a commencé par doubler. Donc, j'ai commencé par perdre tout ce que je voulais. J'ai été ruiné. J'ai été obligé de couvrir ma position. Ouais. Donc, oui, j'avais raison. Mais j'ai tout perdu.
Tu vois, c'est ce que disait Keynes, les marchés peuvent être irrationnels plus longtemps. Mais celui qui a joué le marché à perte des subprimes a commencé à prendre des shorts comme ça hallucinants, et pendant 9 mois, il a dû tout couvrir, et c'était des positions, parce qu'il avait pris chez toutes les banques. Donc il restait dans des positions short ouvertes, où il perdait sa culotte. Mais il faut avoir des reins extraordinairement solides, et puis à un moment, tu te dis, bon, écoute... Est-ce que je fais tapis? Est-ce que je me retrouve complètement ruiné? Ou est-ce que je prends ma perte? Ce système que j'essaye de mettre au point, c'est un système qui ne vous amène pas à avoir ce genre de décision à prendre. C'est un peu comme quand tu lances un short, il faut un peu que comme Madame Thatcher, quand elle avait lancé la guerre minière face aux syndicats... Que tu aies des réserves. Hein. Que tu aies des réserves. Et que tu te dises, bon, combien de temps je pourrais tenir sur mes noisettes? Parce que le short, c'est pas tout. C'est couvrir ta position le temps avant. Il ne faut pas oublier que sur un short, la perte peut être infinie. Bien sûr. Donc tu peux perdre 100%. Bien sûr. Tu peux perdre 100%. Et si tu as pris du levier, tu peux perdre plus que 100%. Moi, j'ai vu ça dans les années 74. D'où la nécessité de compter ses noisettes avant pour savoir... Oui, mais encore faut-il que les marchés restent ouverts. Parce que moi, en 74, j'étais déjà dans ce foutu métier. Et il y a la bourse de Hong Kong, par exemple, qui avait déjà baissé de 90%. Qui a fermé parce qu'on ne pouvait plus balancer les ordres de vente et d'achat. Fermé. Pendant une semaine ou 15 jours, elle a été fermée. Et donc, toi, tu étais là, tu avais une position short, que tu te faisais à 100, et puis quand ça rouvert, c'était à 10. Mais tu n'as jamais pu te couvrir. Donc les types étaient... liquides. Mais ils ont été liquidés. Ouais. Ils ont été massacrés. Donc, c'est quand même rare à notre époque qu'une bourse ferme. Oui, mais tu sais, on avait une crise inimaginable en 74, les gens ne se souviennent pas. Mais pendant la crise asiatique, tu avais des décalages sur les valeurs de 10% en une seconde. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que tout ce que j'essaye de faire là, c'est de montrer qu'on peut gérer de l'argent en se détachant émotionnellement de ce qui se passe. Parce que si les actions se pètent la gueule, eh ben, vous vendez un petit peu de votre or et vous en rachetez un petit peu plus. Et vous dites, j'ai plus d'actions, donc je suis plus propriétaire. Oui. Et c'est une façon de... Moi, j'ai remarqué que les erreurs que j'ai fait 2 sortes d'erreurs dans ma vie. Bon, les paniques dans les ventes, dans les périodes de hausse ou les périodes de baisse, c'est très dur. Mais aussi, tu fais une erreur que j'ai commise aussi, c'est de tomber amoureux de ce que tu fais. Ou de dire, comme tu t'es présenté aux gens comme le bullish comme un âne sur je sais pas quoi, la bourse anglaise, allez, j'en sais rien, si elle se pète la gueule... Tu le prends personnellement et tu veux montrer, parce que tu as un amour pour la bourse anglaise. Et que tu deviens le défenseur acharné de la bourse anglaise, alors que tu t'en fous de la bourse anglaise. Et surtout, elle s'en fout de toi. Elle s'en fout de moi complètement. C'est une grosse indifférente. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est comment gérer votre argent de façon dépassionnée. C'est ça et donc pour ça il faut être extrêmement discipliné et puis voilà quoi. Ça me paraît essentiel parce que j'ai remarqué que les gens avaient très peu de sens de l'humour quand ils perdaient du pognon. Oui, c'est drôle. Hein. C'est drôle, c'est marrant. Hein, et surtout, alors, si eux, ils en perdent, ils en parlent pas, ils font une sale gueule. Moi, tous mes amis qui ont perdu avec Madoff, ils m'en ont jamais parlé, hein, parce qu'ils avaient honte. Mais si toi, tu leur as perdu le pognon avec Madoff, eux, ils t'en parlent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si ton nombre d'amis diminue de façon... Moi, j'étais pas avec Madoff pour des raisons... parce que t'as pas jamais compris ce qu'il faisait, donc... t'as jamais compris comment il gagnait de l'argent, donc t'as pas joué. D'abord, j'ai eu du mal à comprendre, et surtout, je comprenais pas à faire la relation entre sa performance et la volatilité de sa performance. Sa performance était honorable, mais la volatilité de sa performance était tellement basse que si vous faisiez un calcul, c'était pas possible. C'était pas possible statistiquement, son résultat. Oui. Donc, j'ai fait tourner mes bécanes, j'ai dit... Comment il fait, moi pas comprendre. Voilà, moi pas comprendre. Là, parce donc moi pas jouer. Je comprends la volatilité qu'il a, je comprends la rentabilité qu'il a, mais je comprends pas le mix rentabilité-volatilité. Ça, c'est pas possible. Donc je pensais qu'il faisait du truc d'initié. Du délit d'initié, oui. Du délit d'initié, je me disais, il doit faire du délit d'initié parce que c'est la seule... Je me disais, mais je vais pas l'acheter s'il fait du délit d'initié parce que s'il a fait du délit d'initié, les autorités de contrôle peuvent venir chercher ton pognon. Bien sûr, tu as la SEC,
à l'époque, c'était la COB ou l'AMF. Voilà, c'est ça. Et t'as pas envie de te retrouver avec tes avoirs gelés, parce que dans ces cas-là, tant que l'enquête qui te coûte la peau des fesses. Oui, surtout aux États-Unis, quand tu prends un truc de. Donc voilà, encore une fois, on va travailler beaucoup dans les mois qui viennent sur tout ça. C'est que c'est pas difficile à faire, c'est pas difficile à organiser. Il faut simplement comprendre que ce qu'on cherche à attraper, c'est la rentabilité des actions sur le long terme, et qu'on essaye de compenser quand c'est nécessaire avec des choses qui iront dans l'autre sens pour réduire la volatilité, de façon à ce qu'on puisse dormir la nuit. Mais c'est pas sorcier, c'est pas difficile. Il faut un peu de discipline et un petit peu de. Et puis ça marche très bien. Et puis en plus, ça vous donne un sentiment de liberté par rapport à votre épargne. Donc c'est pas la découverte de la nouvelle du nouveau GAFA dont je parle. Non, mais donc c'est une gestion bon père de famille pour le tout venant. Maintenant, ce qu'il y a de vrai, c'est que les actions que tu as recommandées, qu'on recommande et que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut des Libertés sont assez chères, souvent en unité. Mais voilà. Voilà, c'est... Mais en même temps, j'ai regardé hier, puisqu'on avait cette réunion aujourd'hui, et je crois qu'elles mettent à peu près... elles ont mis à peu près 3% par an à la Bourse de Paris, simplement avec un seul critère, c'était rien à voir avec l'État. Oui. Donc ce simple critère est suffisamment différenciant pour que... Ça veut dire que... Et c'est très important parce que ça veut dire que, dans le fond, l'État, aujourd'hui, si je regarde les résultats de ses portefeuilles, il nous coûte 3% par an de performance. C'est-à-dire que non seulement il nous taxe comme un imbécile, mais il investit tellement mal que notre croissance est probablement 2 à 3% inférieure à ce qu'elle devrait être s'il ne faisait rien. Oui, mais bien sûr. Mais puisqu'il emprunte sur les marchés à 4, et après il génère avec un PIB fictif, puisqu'il il embauche des 60 000 fonctionnaires de plus. 60 000 fonctionnaires de plus, qu'ensuite il va rentrer dans le PIB. Et on va appeler ça de la croissance, alors que ça a été acheté à 4 sur les marchés financiers et revendu à 1 comme taux de croissance. Donc on a quand même quelqu'un qui littéralement change l'or en plomb. Il change l'or en plomb et de 3% par an. Et donc, c'est-à-dire que s'il faisait rien, on y gagnerait. C'est ça. C'est vraiment le truc des armateurs de Saint-Malo qui disaient « Sire, surtout ne faites rien ». Vous nous avez assez aidé. Et l'État français, c'est exactement ça. Moi, on adore aussi les Aristochats, mais vous avez peut-être moins la référence. C'était les 2 grosses oies anglaises qui essayaient d'apprendre au Malais à nager et qui, en l'apprenant à nager, le coulaient plus. Alors, ils disaient, maintenant, on peut continuer la leçon. Ils disaient, non, c'est bon, vous m'avez assez aidé. Voilà. Exactement, vous m'avez assez aidé. Donc... Et après, elles en vont dandinant avec leur gros derrière. C'est ça, elles sont marrantes comme tout. Mais elles étaient très séduites par O'Malley, parce qu'elles trouvaient quand même que c'était... c'était un mauvais garçon, donc il avait beaucoup de qualités aux yeux de ces dames anglaises. Mais voilà, il faut littéralement prendre le point de vue de Mars, vous vous mettez en arrière, vous regardez ce qui est disponible, et dans ces trucs disponibles, il y a en général toujours 1 ou 2 fois par an des opportunités de retour à la moyenne qui sont extraordinaires. Vous avancez doucement en tâtonnant, vous essayez de l'attraper, vous prenez pas beaucoup de risques et vous faites entre 3 et 5% réel, c'est-à-dire beaucoup mieux que les obligations. Voilà quel est le but. Et voilà, je sais pas, on y arrive, vous n'avez pas besoin d'être Einstein, quoi. Oui, enfin, ça demande quand même, comme tu le disais tout à l'heure... Mais c'est le résultat de 50 ans d'expérience. Hein, voilà, oui. Alors, premièrement, et deuxièmement, ça demande une certaine astreinte et, comme tu disais, de développer aussi un détachement, face à ce travail. Parce que... Et c'est pour ça que les Anglais sont souvent des bons financiers alors que les Allemands ne le sont pas. C'est que les Anglais trouvent que l'argent, c'est pas important, alors que les Allemands, c'est très important. et donc, ils sont attachés à leur pognon, alors que les Anglais, ils sont attachés à rien du tout. Oui, mais ça, c'est C'est de l'éducation. Oui, c'est de l'éducation aussi. C'est l'éducation.
Je me souviens, dans le krach de 87, en même temps, il y avait une tempête à Londres où tous les arbres étaient tombés, ça avait fait tomber des arbres centenaires, etc. Et la seule chose dont parlaient les Anglais, c'était des arbres. Le lundi matin, dans la City, moi je m'attendais à ce que tous les gens faisaient des gueules comme ça, mais pas à cause de la tempête, pas à cause du krach, mais à cause... Oui, parce qu'il y avait un arbre centenaire dans leur propriété, dans le Devonshire, qui était tombé ça seul. Et que l'arbre, il avait 300 ans. Et que ça, c'est important, alors que le fait que le marché baissait de 27% d'une journée... Bon, c'est un autre lundi. Hein. C'est un autre lundi. Donc c'est ça, c'est pour ça que les Anglais sont souvent intéressants, c'est qu'il y a une espèce de détachement par rapport à la réalité, qui est une des grosses forces de leur éducation. C'est... Quand tu détaches par rapport à la réalité, ça veut dire que tu l'as bien analysée et donc tu peux la traiter. Mais de toute façon, se détacher de ses émotions pour prendre une décision, c'est très difficile, mais c'est en général comme ça qu'on prend les meilleures décisions aussi. Donc même pour n'importe quoi dans la vie, même si tu as un enfant adolescent qui est très passionné, ainsi de suite, prendre une décision face à autrui en la dépassionnant et en essayant de la faire en toute logique, est très difficile, mais c'est évidemment comme ça qu'on avance. Il faut sortir du pathos pour aller dans le logos, c'est ça la difficulté. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à notre époque plus que jamais. On a du pathos partout. On a du pathos partout. Toutes nos émissions de télévision en sont remplies. Alors que chez du Hanouna, en face du pathos, ils savent rien faire d'autre, soit. Mais tu regardes les hommes politiques et les journaux télévisés, ça n'est que ça. Donc tu dis, c'est presque difficile d'avoir, si tu veux. Je regardais récemment un extrait qu'ils ont ressorti où Michel Onfray disait, oui, suivant les races et ainsi de suite. Et Renaud Pilovivien, qui est un petit gars de, je sais plus, sur BFM, disait, mais comment ça, vous voulez dire qu'il y a des races. Et tu ne peux pas t'empêcher et tout de suite de monter dans quelque chose de très émotif. Mais est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, parler juste scientifiquement et dire que, oui, si tu regardes, par exemple, il y a des pays en Afrique où des tribus, des peuples ont développé des haleines différentes vis-à-vis du palu, c'est-à-dire qu'ils ont une haleine comme ça et une haleine un petit peu en croissant, de sorte que le palu ne peut pas s'accrocher dessus. Donc, darwiniennement, ces endroits ont appris à lutter eux-mêmes contre le palu. Donc, ne viens pas de me dire qu'il n'y a pas de modification génétique de nos codes génétiques qui montrerait, d'ailleurs, tu envoies ton sang, enfin ton ADN n'importe où, tu vas avoir ensuite une liste de différences génétiques qui vont tout de suite donner comme information que tu as 13% israéliens, juifs, 14% celtes, 24%. Ça n'est ni bien ni mal. Personne ne dit que c'est bien, ou 20% d'origine africaine. Mais c'est un fait. Est-ce qu'on pourrait arrêter de nier ce qu'est la science et parler en logique? De la même façon, si tu as des ancêtres ashkénazes dans ta famille, en tant que femme, tu peux être beaucoup plus prompte à avoir les gènes de cancer du sein. Ce sont des marqueurs qu'il faut... Et on est dans une époque où on va justement vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire vraiment une médecine qui va dire, par rapport à tes gènes, à ton critère génétique, à donc ta race, d'où tu viens, qui tu es, et on voudrait nous dire non, ça n'existe pas. On devrait, c'est la société qui nous donnerait des qualificatifs. On n'est pas tous pareils. Non, mais moi j'aimerais bien dire juste que si la société nous donne des qualificatifs, c'est juste pour vous dire qu'il va y avoir certaines personnes génétiquement qui vont devoir faire 82% de mammographie et 74% qui vont devoir faire des touchés de la prostate. Si tu veux pas nous nommer, je veux bien. Mais voilà où on en est. C'est tout à fait ça. Et donc, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit ici souvent, c'est si on analyse la réalité froidement, immédiatement, vous êtes perçu comme un homme de droite. C'est-à-dire parce que les faits... Parce que et si vous analysez les faits et que vous les prenez en compte dans ce que vous faites, vous êtes de droite. C'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte les affects de tous les gens. Mais je peux pas, il y en a trop. Mais si tu veux, c'est un peu ce que vous disiez avec Mathieu Bocoté, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de savoir si on accepte que l'homme est bon ou que l'homme est défaillant. Et de là, ensuite, la rééducation de la société. Et la gauche, temps après temps, voudrait nous expliquer qu'il faudrait nous éduquer d'une certaine façon. Et qu'on est né bon. Et qu'on est né bon, et quelque part en niant certaines vérités. C'est-à-dire, tu peux opposer une réalité scientifique et tu te dis, mais attendez, vous n'allez pas nier la science dans le sens où elle nous aide tous. Mais on est arrivé au bout extrême aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de différence
différence entre les hommes et les femmes. Oui, mais savoir génétiquement d'où je viens est quand même super important pour me soigner. Donc j'aimerais bien qu'on arrête avec ces idées de non, on est tous pareils. Ben non, parce que on sait que par exemple les populations africaines vont avoir beaucoup plus de diabète que des populations caucasiennes. On ne sera jamais tous pareils. Ils refusent d'admettre qu'on est tous extraordinairement différents, un par un. Et c'est ça le crime numéro 1, c'est qu'ils veulent qu'on soit tous pareils. Mais justement, on nous a fait uniques. Et ça, c'est vraiment le message essentiel, c'est-à-dire qu'ils veulent nous ramener au rôle de robots. Ils voudraient qu'on soit des robots obéissants. Eh ben, allez vous faire foutre. Je serai toujours le seul et unique Charles Gave. Je sais pas, j'en suis pas particulièrement content, mais... C'est le rôle qu'on t'a assigné. J'ai pas le choix. Je peux pas décider d'un seul coup d'être une femme. Parce que toujours, il me fait rigoler, il y a des types, on leur demande, alors vous êtes homme ou femme? Oh, je suis pas en ce moment, je suis en train de choisir. Et il dit, est-ce que vous pourrez décider d'avoir 20 ans ou 60 ans? Et le type dit, ben non. Ben alors pourquoi vous pouvez décider que vous êtes un homme ou une femme? Si vous pouvez décider de votre âge, est-ce que vous pouvez décider que vous êtes une femme fertile quand vous avez 80 balais? Ben non. Un homme à 80 balais, il a toujours des enfants, disait mon cher père, à condition que la femme soit suffisamment jeune. Mais un homme de 60 ans, c'est plus douteux. Mais à part ça... Donc, tu vois, je veux dire, on vit dans un monde, aujourd'hui, tu t'appliques à comprendre la réalité, ce qui est déjà balèze. C'est bizarre. Tu es de droite. Voilà. Écoutez, nous on a fait donc un petit tour sur comment gérer votre portefeuille et quelques remarques philosophiques de bonne aloi. Oui. Sociologiques. Mais si vous les acceptez pas, ces remarques, si vous pensez qu'on est tous pareils, si vous pensez qu'il faut que l'éthos domine votre pensée, que le l'éthos... ou le pathos domine votre pensée, à ce moment-là, vous ne pourrez pas gérer votre portefeuille. Non, mais justement, c'est ce qu'on expliquait, qu'il fallait être détaché de ses émotions. Il fallait... Et analyser face au réel, et non pas se dire « Ah, mais un tel est toujours gentil ». Oui, et je vais lire le Nouvel Observateur ou la Libération pour savoir ce qui est bien. Oui. Et ben, si vous gérez en fonction de ce qui est bien dans ces journaux, vous êtes ruiné en 3 ans. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs en parlant de gens qui ont toujours tort, Alain Min qui est passé hier à la télévision. Ils vont augmenter les impôts, ce candidat. Oui, voilà. Il est formidable. Hein. C'est comme le tennis, hein. Ça fait 20 ans qu'on le voit jouer au polo, il ne sait toujours pas faire un revers ni un coup droit. Et c'est, comme je disais toujours, le seul type qui se fait lober par un coup droit à plat. Bisous. Bon. Bisous. Voilà, bon, on espère qu'on vous a intéressé. On vous dit, écoutez, à la semaine prochaine pour des autres sujets délicieux. Peut-être, j'aimerais bien, la semaine prochaine, faire, sur les conseils de Léonard, peut-être une émission sociologique où on opposerait boomer, toi, oui, à Génération X, la génération de ma fille, en expliquant pourquoi c'est la génération la plus bête du monde, et un petit peu, justement... C'est pas de sa faute, c'est les professeurs qui ont été les plus bêtes du monde. Non, mais bon, on reprend, si tu veux, les bases, et puis on essaie de le traiter en sociologie, et on voit ce que ça donne. En disant, mais par contre, ce que je vois, c'est que dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on les enseigne différemment. Oui, mais il y a un autre problème, c'est que qui vote pour Macron? Les boomers. Donc, à cause de ça, on les déteste un peu. C'est surtout les retraités, hein. Mais c'est ça, c'est des boomers. Les boomers ou les retraités. Les boomers, c'est à partir de 60 ans. C'est-à-dire tout ce qui était... Moi, j'étais juste avant. J'étais un peu avant. En 43, il n'y en avait pas tant que ça. T'étais un pré-boomer. J'étais un pré-boomer. Déjà, t'es un Charles de 43, donc ça compte pas. T'étais pas un Philippe de 43. Non, ça déjà, dans ma famille, on n'est pas très bon. On n'est pas très sur ça. Voilà. Pour être un lemming, c'est pas la famille. Ceux qui tombent de la falaise tous ensemble avec bonheur, c'est pas vraiment nous. Voilà. Bon, bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine encore une fois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, d'en parler autour de vous, de nous écouter sur les réseaux et tout ça et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.